Alors, on aborde le deuxième épisode de cette introduction à la métamorphose culturelle avec un thème qui est difficile parce il est pas habituel euh, dans notre culture où on reste vraiment très causaliste, très analytique, très tout sur un même plan. Euh, c'est donc quelque chose qui va trancher avec ses conceptions habituelles. Je parle évidemment de l'émergence récursive qui va être le moteur principal de tous les systèmes naturels, tous les systèmes complexes naturels, écosystèmes, sociétés, culture, etc. Et alors pour expliquer ça, plutôt que de faire quelque chose d'assez linéaire, je vais prendre euh, un exemple pour essayer de faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, on, on sort dans la rue, et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit une foule comme celle-là. Et on regarde un peu les gens, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Il n'y en a pas deux qui sont habillés de la même façon. Et on se dit, voilà, il y a une immense diversité de la façon de s'habiller. Mais pourtant, voilà, on aurait pu avoir ça comme foule dans cette même rue. Hein. Qu'est-ce qui empêche de s'habiller comme ça? Ou pourquoi est-ce que les gens ne seraient pas venus comme ça? C'est quelque chose qui a existé, après tout. Hein. Voilà encore quelques exemples, et là je m'amuse un peu pour enfoncer le clou, mais personne ne vient comme ça si on fait une réunion en public, par exemple. Hein. Pourtant, bon, le climat ne justifie pas vraiment cette différence d'habillement, même s'il commence à se réchauffer nettement. Euh, oui, on aurait très bien pu le faire. On prend des exemples un peu, qui ont l'air un peu plus excentriques, mais après tout, pourquoi sont-ils excentriques? Hein, regardez ça. Je pourrais multiplier comme ça à l'envie tous les exemples qu'on veut. Ça, c'est une photo que j'ai prise au dernier CA de FNE. Oui, ben non, en fait, pas vraiment. Donc, si on en revient à notre foule, eh ben, en fait, tout le monde est habillé pareil. C'est-à-dire quand, si on regarde bien, bien sûr, d'abord, on peut dater, pratiquement, on peut dater une image avec des gens. Et ça, c'est important. Et c'est pour tous les gens, ou presque. Parce que bien sûr, il y en a qui vont volontairement se mettre à l'écart de la bienséance pour des raisons psychologiques. Et ça, c'est pas absolument anodin, évidemment. Bon, je n'insiste pas. Il y a donc une très grande diversité dans quelque chose qui, par rapport à tout ce qui est possible, est ridiculement petit. Voilà une des propriétés de l'organisation des systèmes, c'est qu'elle va réduire la dispersion. C'est essentiel. Il faut que le système reste cohérent, qu'il ne se disperse pas. Et tous ces mécanismes d'auto-organisation, ils ont comme moteur principal la restriction dans ce que j'appelle le possible réalisable, c'est-à-dire c'est pas le possible absolument utopique et en fait impossible, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut réaliser, comme on l'a vu tout à l'heure avec les tenues vestimentaires qui pourraient être réalisées maintenant, mais que l'on n'utilise pas. Donc vraiment, on est dans un processus extrêmement fondamental. La deuxième chose, et on y reviendra, c'est que ce processus, il est, euh, il,
il est issu de l'organisation du système et il est inconsciemment exécuté par les composants du système. Personne le matin ne se pose la question de savoir voilà, s'il va se mettre avec ce t-shirt blanc, cette chemise un peu bleue, ou s'ils vont venir avec une crinoline ou n'importe quel vêtement qui serait anormal pour l'époque et le lieu. Et le lieu, puisque bien entendu, ces habitudes vestimentaires qui sont issues de l'organisation des systèmes, eh bien, ils varient en fonction des systèmes sociétaux dans lesquels on est. Et bien entendu, on voit tout de suite que lorsque la culture occidentale envahit le monde, eh bien, ces restrictions vestimentaires envahissent le monde aussi. Ce n'est pas du tout par hasard, c'est tout à fait fondamental et bien sûr on y reviendra. Alors, ces restrictions, elles sont écrites nulle part. Personne n'interdit, encore une fois, de venir dans une des tenues que nous avons illustrées tout à l'heure ou n'importe quelle autre. Il n'y a aucune règle explicite. Il y a quelques règles qui concernent le vêtement, mais très très peu. Et tout le reste, bien, c'est l'usage. Voilà. Et personne n'y réfléchit. Nous sommes bien dans le cadre des a priori culturels. Et d'où est-ce que vient cette habitude vestimentaire? Eh bien, elle vient de l'activité de tous ces gens. Non seulement ceux qui sont là représentés par la foule, mais tous les gens qui constituent une société donnée. Sachant que dans une société donnée, il y a des sous-sociétés avec leurs variantes, etc. Ça, c'est une émergence, parce que ce n'est pas un tel ou un tel qui va dicter ce qui doit être fait ou pas. Et bien sûr, il n'y a pas non plus équivalence de tout le monde dans la constitution de cette émergence. Certaines personnes ou certains groupes vont avoir plus d'influence que d'autres. On est bien là dans les systèmes complexes où nous n'avons pas une uniformité et où les niveaux d'organisation ne sont pas reliés par des liens de cause à effet qui puissent être retracés comme une suite logique d'événements. L'émergence, c'est quelque chose qui dépend du niveau qui le génère, ici la foule, les habitants, les citoyens, comme vous voulez. Ils vont générer cette coutume, disons, qui est d'une autre nature que matérielle et qui va rétroactivement venir auto-amplifier cette restriction et en même temps lui permettre une évolution parce que c'est aussi une des fonctions de cette émergence récursive, c'est bien ce mouvement où on revient sur soi, un mouvement qui n'est pas circulaire, puisqu'à chaque fois, si on peut dire, il y a modification. C'est en perpétuelle évolution. Donc, là, on est dans quelque chose qui est vraiment la base du fonctionnement de l'organisation des systèmes complexes naturels, qui, encore une fois, nécessite la cohérence, c'est-à-dire d'abord, pas seulement, mais d'abord la non-dispersion des éléments, non-dispersion des liens, non-dispersion d'une façon générale. Et on verra dans une autre
dans une autre présentation l'importance que ce mouvement présente. On peut prendre un autre exemple qui est tout à fait similaire. Moi, j'ai un ami artiste qui disait il n'y a pas de grand artiste. Il n'existe personne qui soit une référence et qui dise ce qui est bon ou pas. Alors, le problème de son assertion, c'est que pour qu'elle soit vraie, il faut qu'effectivement, il soit nécessaire qu'il existe une référence. Il est bon quand on est devant une proposition de regarder ce qui la rend vraie. Et ici, c'est ça. Or, eh bien non, il n'y a pas nécessité à ce qu'il y ait une référence. Il n'y a pas nécessité à ce que quelqu'un dispose du pouvoir de jugement. Et bien sûr, il y a de grands et de moins grands artistes. Il y a du bon et du mauvais goût, mais il n'y a pas de référence, il n'y a pas de critères. C'est écrit nulle part. C'est pas non plus un vote majoritaire, sinon Johnny Hallyday serait le plus grand musicien. Mais pourtant, toutes ces qualifications existent, elles ont un sens, elles sont indispensables dans notre communication, dans notre être au monde. On a besoin d'avoir à disposition une possibilité de juger de ce qui est bon ou pas bon, ce qui est beau ou pas bon, pas beau. Alors, bon ou pas bon, c'est un peu différent parce qu'on a des différences physiologiques qui font que, bon, tout le monde n'apprécie pas les choses de la même façon, mais ce sont des détails, on passe. On a compris le fond du sujet. J'insiste donc, ce phénomène d'émergence récursif, il est fondamental dans la dynamique des systèmes complexes naturels. Il est partout, même s'il est très largement mis de côté dans notre civilisation du fait qu'il ne peut pas se réduire à des suites de cause à effet et que tout ne se passe pas sur un même plan. On a divers plans, divers niveaux d'organisation. Et donc ça, c'est pas dans notre façon de penser. Et ce qui est tout à fait fondamental, je me permets d'insister parce que c'est vraiment, si on n'a pas compris ça, on n'arrivera pas à suivre le reste, c'est que ce système est récursif, c'est-à-dire qu'étant généré par un niveau, de manière, disons, diffuse, diaphane, eh bien il revient agir sur le niveau qu'il l'a généré en le limitant, d'une part, et aussi en lui conférant des possibilités de changement. Mais ces changements eux-mêmes, ils sont limités par des émergences récursives. Ils sont, du fait de l'évolution de ce mouvement, ils sont historicisés. C'est-à-dire que leur histoire fait partie de l'organisation du système. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrit, c'est quelque chose qui fait partie de la nature même du système et par conséquent de tous les éléments qui le constituent. Tout ce qui concerne un système naturel complexe est historique, en ce sens. Et ils doivent être compatibles avec la cohésion du système. Cette récursivité, ce n'est pas une circularité, puisqu'à chaque retour, entre guillemets, eh bien, on apporte un changement. Et ce changement provient de l'introduction d'aléatoires dans ce système, mais c'est une introduction qui ne se fait pas d'une manière quelconque. Une introduction d'aléatoire de manière quelconque désorganise le système. Là, le système utilise le hasard pour une évolution cohérente.
Alors, tout ça, évidemment, il faudrait encore le développer. On essaiera de le faire dans d'autres présentations. Mais voilà, on a quand même, je pense, mis en scène ce phénomène fondamental de l'émergence récursive d'une manière suffisamment explicite. Alors, j'ai pris l'habillement comme exemple, d'une part parce qu'on peut constater qu'en fait, on est tous habillés pareil, hein, ou disons qu'on est tous habillés différemment dans un espace de liberté qui est restreint. Mais aussi parce que l'habit, c'est l'interface avec le monde, hein, c'est une manière de se présenter aux autres. Et il est tout à fait clair qu'un des premiers signes attendus de la dissolution de la culture occidentale actuelle, et on reverra ça, sera et est déjà l'explosion de la diversité vestimentaire et, d'une manière générale, de la manière de se présenter devant les autres. Et d'une manière encore plus générale, disons, l'éclatement de ce qu'on peut appeler la bienséance. Et si on regarde un peu les gens dans le métro parisien, je suis allé à Paris l'autre jour, j'ai été assez surpris, et on voit qu'effectivement, ce processus est en cours. Là, je n'ai pas pris des gens dans le métro parisien, parce que je n'ai pas pris de photos, mais ça, des gens comme ça, euh, ça aurait fait mouvement de foule autrefois. Maintenant, bon, peut-être que le type en violet attire l'attention, on le regarde un peu, à peine. Et la jeune fille, pas de problème. Et je vous assure, pour avoir quand même longtemps vécu, qu'il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas possible. Donc on est déjà dans cette évolution-là, qui n'est pas des manifestations d'excentricité, mais qui est vraiment, parce que ça a toujours existé, hein, mais c'est vraiment la marque de la dissolution de l'organisation des systèmes. Comme on a vu dans la précédente euh, présentation, on sait que nous sommes en train de changer de culture, donc la culture actuelle, qui est presque plus actuelle, va se dissoudre. Et donc, ce qui la maintient en place, c'est-à-dire effectivement ces phénomènes de bienséance, mais aussi la morale, etc., hein, tout ce qui va la maintenir en place va se désagréger, ou en tout cas va avoir tendance à se désagréger. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui bien sûr pose problème. Encore une fois, ça fait partie d'une manière assez répétitive de nos propos. Il faut bien comprendre que ces contraintes subies, elles sont une nécessité pour le maintien de la société. On pourrait se dire: ah, mais voilà, je ne suis pas libre, effectivement, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas m'habiller comme je veux, je vais mettre tout ça à la poubelle. Le problème, c'est que, euh, pour résumer quelque chose de compliqué, et même de complexe, eh bien, la liberté est permise grâce à ces contraintes, parce qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'organisation. Et la liberté, elle va se trouver ailleurs, elle va se trouver dans les possibilités qu'offre ce système, puisque les possibilités, comme on l'a vu tout à l'heure, pour nous, à notre échelle, sont énormes, donc elles nous suffisent. Et en plus, elles évoluent.
Et l'introduction de hasard dans les systèmes, dans la dynamique des systèmes complexes naturels, permet la liberté et le libre arbitre. On fera une présentation dédiée à ce terme, à ce thème qui il s'appellera je ne sais pas comment, mais il y aura l'individu dans le titre. Alors, on va trouver une autre situation qu'on a déjà rencontrée dans la première partie de cette introduction à la métamorphose culturelle et qui va nous aider à mieux comprendre. On a vu, après une guerre, une épidémie, une catastrophe qui a affecté la population numériquement, eh bien, on a vu qu'un rebond venait corriger les pertes numériques. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est tout à fait clair. Les gens comptent combien il manque de personnes, puis ils se disent, moi je fais 4 enfants, toi t'en fais 3, toi 6, et puis quelqu'un qui décompte jusqu'à ce qu'on ait rétabli le nombre voulu de citoyens. Bon, en fait, je ne crois pas vraiment que ça se passe comme ça. Et puis je pense que vous non plus. Ce qui se passe, c'est que le système, lui, il se répare, parce que le système, on l'a vu, c'est un système complexe qui a une énorme résilience, et donc il va retrouver sa dynamique, et il la retrouve à travers les effecteurs que nous sommes. Et nous effectuons cette réparation systémique. Nous sommes des effecteurs du système que nous engendrons. Nous sommes encore, toujours, dans cette émergence récursive. Donc ce phénomène-là de récursivité, pour ce qui concerne les attitudes sociales au moins, ça passe par l'inconscient. Encore une fois, personne ne prend la décision de faire plus de bébés que ce qu'il aurait fait dans des circonstances autres, ou de s'habiller, etc., etc. Il ne faut pas oublier que l'immense majorité de l'activité cérébrale, c'est inconscient. Voilà un autre sujet passionnant et tout à fait essentiel pour nous, qui est la manière dont en fait nous réfléchissons et nous prenons des décisions, parce qu'il y a une incroyable erreur dans la civilisation occidentale, en tout cas dans ce qui se propage dans la population au sujet des prises de décision. Tout est réduit à ce qui est conscient, et ce qui est conscient est coupé du reste. Ça vient de on ne sait pas où. Enfin, c'est une conception qui est d'une absurdité absolument stupéfiante et qui est la conception dominante néanmoins, y compris dans ceux qui prennent des décisions et qui les prennent de travers parce qu'ils ne savent pas comment eux-mêmes fonctionnent. Alors si on veut comprendre la situation actuelle d'une métamorphose culturelle qui ne pourra pas réussir si on la laisse faire seule, puisque cette dissolution systémique va avoir des conséquences qui seront catastrophiques si justement on laisse faire ce phénomène, qui est un phénomène tout à fait positif, normalement, d'émergence récursive, mais là il se dissout, et donc si on ne comprend pas comment ça se passe, eh bien on ne pourra pas éviter les catastrophes qui sont liées à ce mouvement actuel. Voilà un thème de réflexion pour l'avenir. Mais quand je dis pour l'avenir, c'est pour un avenir proche, comme on l'a vu. Parce que, il faut s'en rappeler,
on n'a plus beaucoup de temps. Et donc on en arrive à la fin de cette présentation et on va faire un petit bilan en quelque sorte. Donc on a vu dans l'ensemble de ces 2 épisodes consacrés à l'introduction de la métamorphose culturelle, cette restriction qui permet le maintien d'une organisation qui nous permet à nous de vivre ensemble et de vivre pacifiquement ensemble si c'est possible, et c'est tout de même possible. Et ce contre toute attente, puisque normalement des groupes humains ne dépassent pas un nombre qui est relativement petit, on dit 150 personnes, on en est à maintenir des groupes qui font des dizaines de millions d'individus. Ça ne se fait pas tout seul, cela se fait par ces phénomènes d'émergence récursive. Ça se fait aussi par différentes choses, hein. Un récit commun, des croyances communes, un langage commun, des habitudes vestimentaires et alimentaires communes, des références à des contes enfantins, etc. Tout ce qui va fonder quelque chose qui peut s'appeler une société. Ce système actuellement se dégrade et se dégrade nécessairement. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dissoudre, alors soit passivement, soit activement. Moi, je suis absolument persuadé qu'un système, quand il arrive à sa fin, se suicide. Mais ça, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est pas établi, c'est ma façon de voir. Mais par exemple, en ce moment même, on a déjà dit 2 mots sur les habitudes vestimentaires. La bienséance se délite. La politesse au sens large qui restreint nos relations pour éviter qu'elles ne soient désagréables. Cette politesse au sens large, hein, c'est tout ce qui va régler nos relations. Ça se dissout aussi. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux où on a des injures. Regardez dans la vie courante où on a des agressions contre des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Et là, on passe aux agressions physiques, on détruit les biens des personnes, on attaque même les gens. Tout cela est quand même assez nouveau. On dit il y a toujours eu de la violence. Tout à fait d'accord. Elle change de nature en ce moment pour ce qui c'est regarder les choses. D'une manière générale, on va dire la morale qui était un ciment de la civilisation occidentale désuète, se dissout aussi. Il ne s'agit pas de dire qu'on la regrette ou pas, personnellement je ne la regrette pas, mais ce n'est pas le problème. Le problème c'est que c'est comme ça, hein. C'est que le système s'arrête, il est en train d'évoluer vers quelque chose d'autre. Si ce quelque chose d'autre peut être atteint parce que on arrive à déjouer les écueils que je viens de décrire. Et donc, oui, tout ce qui nous est habituel dans notre comportement n'a plus de sens a priori. Je dis bien plus de sens a priori. Maintenant, il va falloir quand même assurer quelque chose qui maintienne la cohésion. Ce ne sera certainement pas les valeurs anciennes, même si probablement certaines persisteront. Je pense que si on ne respecte pas son prochain, je ne vois pas, mais bon, j'en sais rien.
Moi, je ne sais pas ce que sera l'avenir, mais en tout cas, nous devons nous préoccuper de ce maintien de la cohésion sociale dans ce mouvement de tempête. Et je voudrais finir tout simplement par une citation. Je suis tombé ce matin même sur l'article d'Edgar Morin dans Le Monde du 29 juillet 2023, qui s'appelle « La crise française doit être située dans la complexité d'une polycrise mondiale ». Nous sommes complètement d'accord. Je rappelle qu'Edgar Morin est celui qui a inventé l'expression métamorphose culturelle, qui est sublime, et il est le parrain de notre programme. Alors je vais lire 2 extraits qui vont un peu illustrer et enrichir le propos qui a précédé. Les solidarités de la grande famille, du village, du voisinage, etc., se sont affaiblies ou dissipées. Le développement de l'individualisme positif quant à l'autonomie personnelle devient progressivement négatif en suscitant égoïsme et solitude. L'anonymat des grandes villes se renforce au détriment des relations humaines et de l'attention à autrui. Cette crise de civilisation s'est aujourd'hui amplifiée et approfondie en crise de la pensée. Nous vivons de plus en plus sous l'emprise d'une réflexion disjonctive et unilatérale, incapable de lier les connaissances pour comprendre les réalités du monde où interagissent les matières et activités. Figée dans des disciplines closes, elle est incapable de concevoir la multidimensionnalité et les contradictions inhérentes à un même événement. Elle nous aveugle sur les phénomènes complexes de notre vie et de notre temps. Seconde partie de la citation, il faut aussi reconnaître les processus psychologiques à l'œuvre, de l'indignation à la colère à la haine, de la haine à la rage, de la rage à la folie aveugle de destruction. On est tout à fait dans ce que nous avons dit. Et bien sûr, ce que j'espère et ce qui motive mon engagement depuis plus de 30 ans, c'est d'éviter, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, d'éviter cette folie aveugle de destruction. Je dis bien aveugle, c'est Edgar Morin qui dit aveugle, je le reprends. Aveugle, gratuite, sans limite. Et encore une fois, c'est la chose la plus facile à éviter, à condition d'anticiper un petit peu sur la fin de cette civilisation et d'en déconstruire les a priori comme on essaye de le faire ici, pour les mettre en évidence et de faire comprendre comment nous agissons actuellement dans cette période de crise intense. Donc, on a fait une petite vidéo avec des salariés de la Fafnir Ardèche. Bon, c'est sans prétention puisque ça a été totalement improvisé. On est arrivé dans un pré, on a filmé, quoi, en gros, et on avait 0 centime de crédit pour faire ça. Donc, hein. Mais bon, ça dit quand même un certain nombre de choses. Et puis, eh bien, bon, maintenant qu'on a agrandi un peu le cadre de notre réflexion, on peut aussi organiser des débats pour ceux qui le voudraient. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ce faire. On a une adresse dédiée qui est la grande épopée@orange.fr. Il ne faut pas hésiter à nous écrire, soit pour dire que voilà, on aimerait participer à cette réflexion, n'importe quelle échelle, avec n'importe quel moyen. Et si des gens ont des capacités d'organisation, il ne faut pas qu'ils hésitent. On est dédié
à cette thématique. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres présentations et aventures.